Donc, bien le bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du cours concernant les probabilités. Donc dans la première partie, on a mis en place le vocabulaire, mais il est clair qu'on ne va pas en rester là parce que en tant que tel, ce vocabulaire ou ces opérations d'union, d'intersection ou de passage complémentaire pour les événements ne se suffit pas. C'est-à-dire que nous, dans la vraie vie, on fait des probabilités pour essayer de voir quel événement va être plus probable qu'un autre, essayer de les confronter. Alors, pour savoir comment un événement peut être plus probable qu'un autre, on a mis en place, nous mathématiciens, un système de calcul qui va se baser sur une donnée mathématique ou une grandeur mathématique qu'on appelle une probabilité. Donc on est dans le grand 2, calcul de probabilité. Donc déjà, qu'est-ce qu'une probabilité? Donc la probabilité d'un événement A, c'est tout d'abord un nombre compris entre 0 et 1. Il indique la chance qu'a cet événement de se produire et on note ce nombre P de A. Alors, pourquoi entre 0 et 1? Déjà, 0, si je le passe, c'est un nombre décimal, je peux le passer en pourcentage, ça me fait 0%. Et 1, lorsque je cherche à le passer en pourcentage, ça représente 100%. N'oubliez pas que quand vous passez d'un nombre décimal à un nombre exprimé en pourcentage, vous décalez votre virgule de 2 ou vous rajoutez 2 zéros si ce sont des nombres entiers. Donc ça veut dire que ma probabilité, attention, si elle est exprimée en termes de pourcentage, elle va se situer entre 0 et 100%. Et en fait, ça se comprend très bien, c'est que au minimum, vous aurez 0% de chance de réaliser votre événement. C'est-à-dire quand l'événement est impossible, vous avez 0% de chance, point barre, on ne peut pas aller plus bas. Et vous n'aurez jamais plus de 100% de chance de réaliser votre événement. Parce que 100%, c'est déjà l'entièreté, c'est la certitude que mon événement va se réaliser. Pensez à votre batterie de portable. Votre portable, il est chargé à 100%, c'est le max. Et il est chargé à 0%, c'est le min. Voilà, c'est tout. Donc on est dans ce système de pourcentage-là. Donc le nombre que, si je repasse maintenant, hein, ça c'est l'écriture décimale, et ça c'est l'écriture en pourcentage. Si je repasse à l'écriture décimale, une probabilité sera toujours un nombre décimal entre 0 et 1. Donc dès maintenant, je vous alerte sur ce fait. Si vous obtenez lors de vos recherches d'exercice une probabilité inférieure à 0 ou supérieure à 1, c'est qu'il y a un souci, soit de décalage de virgule, soit parce que vous n'avez pas considéré les bons nombres, etc., etc. Donc comment ça se manipule, ces probabilités? Bon, mais moi, je reprends donc les événements A et B qui étaient ci-dessus. Alors, si je reviens un petit peu en arrière, vous êtes en fin de page 1. On avait l'événement A, Céline obtient le nombre 2, et l'événement B, Céline obtient soit 3, soit 5. Alors, tout simplement, Céline obtient le nombre 2, eh bien, la probabilité de A, c'est 1, parce qu'il y a une issue, c'est le 2, sur un total de 6. Donc 1 sixième, ça c'est la probabilité précise. Après, si on est emmené à l'arrondir, admettons on va arrondir à 10-2, donc ça me fait 0,166666, c'est des voilà, que des 6. Si j'arrondis à 10-2, je garde deux chiffres après la virgule, donc soit mon 6 devient 6, enfin reste 6, soit il devient 7. Pour le savoir, je me réfère au chiffre suivant. Là j'ai un 6 entouré en vert, donc comme c'est au-dessus de 5, je passe au-dessus, ça me fait 0,17. C'est-à-dire, dans 17% des cas, à peu près, parce que j'ai fait un arrondi, l'événement sera réalisé. Ensuite, on avait l'événement B. Donc l'événement B, je vous le remets, hein, si vous l'avez oublié. C'est Céline obtient soit 3, soit 5. Donc combien j'ai d'issues favorables? Eh bien, je vais avoir 2 issues favorables sur un total de 6. Donc 2 sixièmes, ça me fait 1 tiers. Division par 2 en haut et en bas, vu que 2 et 6 sont dans la table de 2. Ça me fait à peu près 0,33333 et une infinité de 3. Et si je dois arrondir à 10 moins 2, donc je vais regarder la deuxième décimale,
et je vais regarder la troisième pour savoir si je passe à 4 ou non. La troisième, c'est un 3, donc je vais rester à 3, ça me fait à peu près 0,33. C'est-à-dire, mon événement B va se réaliser dans à peu près 33% des cas. Voilà. Alors, regardez là, d'un point de vue rédaction. Je n'ai pas marqué ça. Je n'ai pas marqué A égale 1 sixième. Parce que A, c'est un événement, c'est-à-dire c'est une consigne. C'est un ensemble, hein, point de vue mathématique, mais en bon français, on émet une consigne, c'est-à-dire obtenir 2. Donc, obtenir 2, ce n'est pas égal à 1 sixième. C'est la probabilité d'obtenir 2 qui est égale à 1 sixième. Donc, à chaque fois que vous faites des petits calculs comme ça, il faut penser à mettre le P de probabilité. C'est la probabilité qui va représenter votre nombre. Soyons très clairs. Voilà donc pour ceci. Alors, ça, ce sont des cas simples. Dans la réalité, qu'est-ce qu'on va rencontrer comme type de cas? Donc, on va rencontrer parfois des situations d'équiprobabilité. Alors, celle de mon exemple initial en est une. Dans une situation d'équiprobabilité, toutes les issues ont la même chance d'aboutir, et alors, la probabilité d'un événement A, c'est la probabilité d'issues favorables à A sur le nombre c'est le nombre d'issues favorables à A sur le nombre total d'issues. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je me penche de suite sur l'exemple pour que vous compreniez. On me dit, une urne contient 10 boules numérotées de 1 à 10. On prélève au hasard une boule dans l'urne et on considère les événements suivants. Donc A, le nombre tiré est pair, et B, le nombre tiré est un multiple de 4. Et là, on détecte de suite qu'on est dans une situation d'équiprobabilité parce qu'on prélève au hasard, sous-entendu, eh bien, on ne choisit pas la boule. On a la même chance de choisir une boule qu'une autre. Donc, c'est-à-dire, si j'ai 10 boules, chaque boule a une chance sur 10 de sortir. Donc ici, si je rédige mon exemple, mon univers, vu que j'ai des boules numérotées de 1 à 10, ça va être tous les entiers compris entre 1 et 10. 1, 2, 3, etc. jusqu'à 10. Et ensuite, si je reprends mes événements, le nombre tiré est pair et le nombre tiré est un multiple de 4. Donc A, c'est l'événement, le nombre tiré est pair, et B, multiple de 4. Alors, on va essayer de les exprimer sous forme ensembliste, c'est-à-dire que A, il regroupe quelles issues? Ce sont les nombres pairs entre 1 et 10. Dans les nombres pairs entre 1 et 10, on a 2, 4, 6, 8 et 10. Voilà, sans grand suspense. Ensuite, B, ce sont les multiples de 4, donc les nombres qui sont dans la table de 4, parmi un 10, quoi, en gros, hein, de 1 à 10. Donc, 1, il n'y est pas, 2, il n'y est pas, 3, il n'y est pas, 4, il y est, c'est 4x1, 5, il n'y est pas, 6, 7, ils n'y sont pas, 8, il y est, c'est 4 fois 2, 9 et 10, ils n'y sont pas, donc, je m'arrête là. Et maintenant, je veux calculer leur probabilité. Donc, vous voyez là, je vais commencer mes calculs, donc je fais bien suivre le P de probabilité. P de A égale, qu'est-ce que me dit ma formule? Je vous la réaffiche. Nombre d'issues favorables à A sur nombre total d'issues. Donc, nombre total d'issues, en gros, c'est le nombre d'issues qu'il y a dans mon univers. Donc, c'est tous les tous les entiers de 1 à 10, donc il y en a 10. Ensuite, le nombre d'issues favorables à A, je compte le nombre d'issues qu'il y a dans A. Il y a 5 nombres qui sont convenables, donc ça va me faire 5 sur 10. Et 5 sur 10, ça fait 0,5 ou 0,50. Moi, j'ai l'habitude de mettre deux chiffres après la virgule parce que pour le passage en pourcentage, c'est beaucoup plus pratique. Donc, 50% de chance de réaliser mon événement A. Donc, pour l'événement B, c'est la même chose. Probabilité de B, c'est... Alors, le nombre total d'issues, c'est toujours pareil, c'est 10. On est dans la même expérience aléatoire.
Et pour B, le nombre d'issues favorables, il y en a 2. Donc 2 divisé par 10, ça me fait 0,2 ou 0,20, c'est-à-dire 20%. Donc mon événement B, il sera réalisé dans 20% des cas. Ça c'est théorique. Donc théoriquement, si je dois parier sur quelque chose, je parierai plus sur le A que sur le B, sauf si j'aime prendre des risques. Et si je raisonne comme ça, voilà. Après, ça ne m'assure pas qu'en réalité, ce soit pas le B qui se réalise. Parce que là, c'est vraiment que de la théorie. Après, imaginez-vous, vous refaites cette expérience chez vous, vous prenez une urne, vous prenez des jetons numérotés de 1 à 10, vous piochez un jeton, ben vous allez potentiellement tomber sur l'événement B. Alors ici, c'est un mauvais exemple, parce que si je tombe sur B, je tombe sur l'événement A, parce que les issues de B sont partie intégrante des issues de A. Mais ce n'est pas, ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas parce qu'un événement a une probabilité plus faible qui ne se réalisera jamais aux dépens d'un autre. D'accord? Ça, c'est la théorie. Là, tout ce qu'on me dit, c'est que la plus grande probabilité, c'est l'événement A qu'il a parmi ces deux-là. Là, je vais faire un petit saut dans la fiche nécessaire de survie, puisque je dois, à ce stade-là, savoir maîtriser les méthodes du savoir-faire 1. Donc, le savoir-faire 1, Malik dispose d'un jeu de 52 cartes classiques et il tire au hasard une carte dans le paquet et déterminer la probabilité des événements suivants. Avant de me lancer dans les calculs, je vais quand même parler un petit peu de l'anatomie d'un jeu de cartes. Donc ceux qui ont du mal à se l'imaginer, n'hésitez pas à vous télécharger une image d'un jeu de cartes ou de prendre carrément un jeu de cartes avec vous. 52 cartes, il y a 4 couleurs. Alors attention, ce qu'on appelle couleur communément dans un jeu de cartes, c'est le symbole. Donc cœur, carreau, trèfle et pique. C'est ça les couleurs. C'est pas rouge et noir. Soyons très clairs. Et au sein d'une couleur, il y a 13 cartes. 13 cartes, donc il y a l'As, le 2, le 3, etc. jusqu'au 10. Et les figures, donc le valet, la dame et le roi. Voilà ce que c'est, en gros, un jeu de cartes. Donc là, dans ce cas-là, je suis dans une situation d'équiprobabilité. Parce que si je retourne les cartes face cachée, et on me dit, un ami me dit, tu choisis une carte dans ce jeu, j'ai autant de chances de piocher une carte qu'une autre. Ok ? Là, qu'est-ce qu'on me demande au début? On me dit obtenir un valet. Bon, la probabilité d'obtenir un valet, alors là, je peux raisonner de différentes manières, mais de manière simple. Combien j'ai de cartes en tout? J'ai 52 cartes. Combien j'ai de valets? J'en ai un par couleur, il y a 4 couleurs, donc j'ai 4 valets. Donc ça me fait un 13e. Si on m'avait demandé d'arrondir, je calcule tout simplement un 13e sur ma calculatrice, on va dire on arrondit à 10 moins 2. D'accord, à deux chiffres après la virgule, ça me fait 0,076, c'est-à-dire passage à 0,08, 8%, puisque le chiffre qui succède le 7, c'est un 6. Et donc il fait passer le 7 au centième supérieur. Ensuite, deuxième événement, obtenir un roi rouge. Là, on me parle du rouge. Bon. Donc, je raisonne toujours sur mes 52 cartes. Et combien j'ai de rois rouges? Les couleurs qui portent la vraie couleur rouge, c'est le cœur et le carreau. Donc, j'ai 2 rois rouges sur 52.
c'est-à-dire un 26e. Un 26e, bon, c'est la moitié de la probabilité que je viens de calculer. Bon, je vais quand même la recalculer pour ne pas faire d'erreur d'arrondi. Ça me fait 0,038. Donc là, encore une fois, je cherche la troisième décimale pour voir comment va se comporter la deuxième décimale à l'arrondi. Et comme c'est 8, je vais arrondir à 0,04. Troisième événement, obtenir une carte qui n'est pas un roi rouge. Alors cette fois-ci, plusieurs manières de raisonner, mais l'une des manières fondamentales, c'est si j'ai 2 rois rouges, il me reste donc 50 cartes qui n'en sont pas. Sur un total de 52, c'est-à-dire 25 26e et 25 26e, ce sera environ égal à 0,961. Là, le 1 est insuffisant pour me faire arrondir au centième supérieur, donc 0,96. Là, je vous ai présenté cette méthode-là. Il y en a qui auront déjà lu la suite du cours, qui vont crier au scandale, mais il y a une deuxième formule que je présenterai un petit peu plus tard. Voilà pour les 3 premiers. Je vais continuer avec les suivants. Donc, la probabilité d'obtenir un valet quelconque ou un roi rouge. Donc, combien de cartes font partie de mon événement? Un valet quelconque, il y a 4 valets dans le jeu. Et un roi rouge, j'en ai 2 sur 52. Donc ça me fait 6 52e. 6 sur 52, ça me fait 26. Ça me fait 3 26e, divisible par 2. Et ce sera environ égal à cas très intéressant, 0,115. Là, j'ai un 5. Je vous ai dit, au-dessus de 5, on arrondit au supérieur. Mais en réalité, 5 est le premier chiffre qui fait arrondir au supérieur. Donc ça me fera 0,12. Obtenir une carte ni rouge ni noire. Alors voilà, je vous parlais tout à l'heure d'événements impossibles. En voilà une carte qui ne soit ni rouge ni noire, il n'y en a pas. Donc 0 sur 52, donc la probabilité c'est 0. On est en présence ici d'un événement impossible. Et pour finir, obtenir un trèfle, un carreau ou un pique. Alors là c'est intéressant parce qu'il y a deux manières de voir les choses. Ou bien je raisonne par couleur. Un trèfle, un carreau ou un pique, c'est 3 couleurs sur 4. Donc ça me ferait 3 quarts, c'est-à-dire 0,75. Soit je raisonne par carte. Il y a 13 trèfles, 13 carreaux, 13 piques. Donc ça me fait 39 cartes valables sur 52. Et je vais retrouver, en simplifiant par 13, 3 quarts. Et donc je retombe sur ma probabilité qui est là. Là, il y a deux manières de voir les choses. Donc voilà comment on peut calculer dans un cas d'équiprobabilité. Ça, c'est pour ce cas-là. Ensuite, je vais vous présenter les calculs avec la réunion, l'intersection et le passage au contraire. Donc là, il va vous falloir apprendre les deux formules qui sont devant vous et les comprendre. Donc moi, je vais vous faire des patatoïdes pour les comprendre. La formule du complémentaire, elle me dit que la probabilité de A bar, c'est 1 moins la probabilité de A. Alors ça sort d'où ce truc-là? Je reprends mon patatoïde. J'ai mon univers oméga. J'ai mon événement A. Et j'ai mon événement A bar qui est tout l'extérieur de A. Exemple numérique. Vous avez la probabilité de A qui est égale à 0,30, c'est-à-dire 30% des cas favorables à A. Forcément, il vous reste combien? Il vous reste, s'il y a 30% pour A, il vous reste 70% pour A bar, c'est-à-dire 0,70. Comment j'ai fait ce calcul? Dans ma tête, j'ai fait 1
moins 0,30 ou 100% moins 30% pour le trouver. Voilà ce que j'ai fait. Donc, moralité, quand vous calculez la probabilité du contraire, P de A bar, c'est vos 100% qui sont symbolisés par le nombre 1, moins ce qui est déjà pris par A, c'est-à-dire la probabilité de A. Tout simplement. Ensuite, la deuxième formule, un petit peu plus complexe, c'est la formule de l'union. Alors là, on vous dit P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Bon, il va falloir l'apprendre, mais je vais vous montrer comment la comprendre, surtout. Alors, pour la comprendre, je reprends mon univers, tac, oméga, je reprends mon événement A, le voici, je reprends un événement B, le voici, et là, moi-même je l'ai fait en tant qu'élève, hein. Quand on me dit la probabilité de A ou B, moi j'avais envie de dire la probabilité de A plus probabilité de B. La probabilité de l'un à laquelle j'ajoute la probabilité de l'autre. Alors regardez ce que je vais assurer à chaque fois. Probabilité de A, c'est ce truc-là. C'est en gros ce qui me sert à quantifier tout ce qui est dans A. Et la probabilité de B, c'est ce que je assure maintenant. C'est-à-dire tout ce qui me sert à quantifier ce qui est dans B. Seulement là, j'ai commis une erreur. J'ai commis une erreur parce que j'ai assuré 2 fois la même portion. Donc ça veut dire que je l'ai compté en trop. Cette portion-là, j'aurais dû la assurer qu'une fois. Donc puisque je l'ai compté une fois en trop, je vais l'enlever. Et la portion que je viens de assurer 2 fois, c'est l'intersection des deux. C'est ce qui est dans A et dans B. En moralité, quand vous calculez P de A union B, c'est la probabilité de A à laquelle j'ajoute la probabilité de B, mais je retranche la probabilité de A inter B parce que je l'ai compté une fois en trop. D'ailleurs, dans certains calculs, si vous oubliez cette partie-là, vous risquez de vous retrouver avec des probabilités supérieures à 1. Et là, ça doit vous faire réagir. Petits exemples, avant le savoir-faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si on a deux événements A et B, on va dire la probabilité de A, c'est 0,75. Donc, la probabilité de A bar, c'est 1 moins 0,75. C'est-à-dire 0,25. Comment vous le comprenez-vous? Si A, il occupe 75% de la figure, forcément, A bar, il lui reste 25%. Donc, c'est votre 0,25. Ensuite, là, je considère deux événements. Je connais la probabilité de A, 0,75, la probabilité de B, 0,3, et la probabilité de leur intersection, c'est 0,1. Donc la probabilité de A union B, c'est la probabilité de A, 0,75, plus celle de B, 0,3, à laquelle je retranche 0,1 pour obtenir, en gros, 0,95. Si vous oubliez votre moins 0,1, qu'est-ce qui se passe? Vous faites simplement probabilité de A plus probabilité de B. Dans ce cas-là, vous obtenez 1,05. Vous avez une probabilité qui est supérieure à 1. Et je vous ai dit, c'est pas possible. Vous dépassez les 100%, c'est pas possible. Donc vous devez penser réellement à faire cette soustraction-là. Elle intervient vraiment, celle-là. On applique sur le savoir-faire numéro 2 et ensuite vous pourrez vous concentrer sur les exercices d'application. En ce qui concerne le savoir-faire numéro 2, j'essaie de contextualiser un peu pour voir comment on peut, à quel type de problème on peut se confronter. Donc, le secrétariat d'un cabinet médical dispose de 2 lignes téléphoniques. O1, c'est la première ligne est occupée avec une probabilité de 0,40 et O2, l'événement de la deuxième ligne est occupé avec une probabilité de 0,30. La probabilité que les deux lignes soient occupées en même temps s'élève à 0,2. Donc 0,20. Donc déjà, si je recense un petit peu mes données, O1, c'est la ligne 1 occupée. O2, ligne 2, occupée. Je sais que la probabilité, je vais les noter là. P de O1, il me semble 0,40. P de O2, 0,30.
Et ensuite, on me parle de l'intersection des deux. Les deux lignes sont occupées en même temps, donc O1 inter O2, O1 et O2. Et on me dit que c'est égal à 0,2. Donc, 0,2. Première question. Calculer la probabilité de A, la ligne 1 est libre. Donc par rapport à O1, eh bien c'est le contraire. C'est-à-dire que O1 me dit la ligne 1 est occupée, donc si la ligne 1 est libre, c'est son contraire en bon français, c'est sa négation. Et là, j'utilise ma formule 1 moins P de A, donc 1 moins P de O1, ici. Donc ça me fait 1 moins 0,4, c'est-à-dire 0,6. Donc ça se comprend encore une fois très bien en français. Si votre ligne 1 est occupée 40% dans le temps, eh bien dans 60% des cas, elle sera libre. C'est l'inverse. Donc ceci, c'était mon premier événement. Pour mon deuxième événement, on me demande au moins l'une des deux lignes est occupée. Donc c'est-à-dire que j'ai la ligne 1 occupée ou la ligne 2 occupée, c'est-à-dire ou les deux. Donc O1 union O2. Vous voyez là, quand je l'ai dit en français, j'ai dit ou. Donc ça me dit que j'ai l'union. Et bien là, je vais utiliser ma formule P de O1 plus P de O2 à laquelle j'enlève P de O1 inter O2. Ça me donne, alors P de O1, je les ai toutes mises à droite, alors 0,4 plus 0,3 moins 0,2, 0,4 et 0,3, 0,7, moins 0,2, 0,5. Donc, ça me dit que dans 50% des cas, au moins l'une des deux lignes va être occupée. Hop, je vais prendre une donnée qui risque de me servir ensuite, P de O1 bar égale 0,6. Et enfin, je vais raisonner sur le dernier événement. Au moins une des deux lignes est libre. Alors là, c'est vraiment un jeu de compréhension. Au moins l'une des deux lignes est libre. Donc ce qui signifie ou bien c'est la première qui est libre, donc O1 bar, ou bien c'est la deuxième, ou bien c'est les deux en même temps. Donc c'est-à-dire que j'ai O1 bar ou O2 bar. Et là, encore une fois, je vais m'en remettre à l'union. Donc P de O1 bar plus P de O2 bar moins P de O1 bar inter O2 bar. Alors ici, P de O1 bar, si j'ai P de O1 égale 0,4, P de O1 bar, ça fait 0,6. Je l'avais noté ici. De la même façon, P de O2 bar, c'est 1 moins 0,3, c'est-à-dire 0,7. Et enfin, je vous rappelle que j'avais trouvé P de O1 union O2 égale 0,5. C'est-à-dire que, comprenons-le en français, dans 50% des cas, j'ai au moins une ligne qui est occupée. Donc ce que signifie mon O1 bar inter O2 bar, ça signifie que ni la ligne 1 ni la ligne 2 ne sont occupées. C'est-à-dire j'ai 0 ligne occupée. Donc si dans 50% des cas, j'ai au moins une ligne occupée, dans 50% des cas, j'aurai les deux lignes non occupées. Donc 0,5. Et maintenant, ça me fait 0,6 plus 0,7, 1,3, moins 0,5, 0,8.
Bon, voici donc pour ces exercices et surtout ce commentaire de cours. N'hésitez pas à aller vous confronter aux exercices basiques comme vous le suggère donc l'agenda. Je vous mets très rapidement la correction de ces exercices en ligne et je vous souhaite bonne santé avant tout et puis un bon travail. À très vite.